Bonsoir. Comme je l'avais annoncé la semaine dernière, donc cette séance, elle va être consacrée à l'épistémologie, à des questions épistémologiques qui, comme je vous l'ai dit, ont surgi absolument en même temps que les premières recherches scientifiques. Et donc, ce qu'on entend par épistémologie, bon, tout le monde le sait plus ou moins, mais c'est vrai qu'on peut distinguer un sens plus étroit et un sens plus large. Le sens plus étroit, c'est l'étude précise de l'épistémé, c'est-à-dire de la science au sens strict du terme. Donc c'est l'étude des méthodes scientifiques, de leur amélioration, donc de ce qui est valide en science, de ce qui caractérise un discours scientifique par rapport à un autre discours. Donc c'est vraiment l'étude de la science au sens étroit. Mais on parle souvent d'épistémologie dans un sens plus large, au sens de l'étude de la connaissance, d'une manière un petit peu plus générale que la science, de la connaissance, donc qui inclut aussi la connaissance philosophique. Philosophie n'est pas exactement la science, en tout cas au sens étroit du terme. Donc ici, ce sera plutôt, je l'entends plutôt dans le sens de l'étude de la connaissance, et en particulier de la question de savoir comment savoir si ce que nous connaissons est la vérité. Comment savoir qu'on s'approche de la vérité? Quelle théorie on a d'ailleurs à propos de la vérité? Est-ce qu'il existe une vérité? Est-ce qu'elle existe mais ne nous est pas accessible? Ou est-ce qu'il n'existe que des opinions plus ou moins valides? Donc une théorie de la vérité et une théorie de nos moyens de connaissance, donc quelles sont les facultés par lesquelles nous pouvons atteindre le mieux possible ce que nous cherchons. Donc ces questions, le plus ancien témoignage de cette préoccupation, elle se trouve chez Xénophane, Xénophane de Colophon. Donc c'est un Ionien, il venait d'une des cités d'Asie mineure, et c'est, disons, dans la deuxième moitié du VIe siècle. Xénophane, c'était un poète d'abord, c'était un poète qui était assez critique par rapport à Homère et Hésiode. Donc un poète qui écrivait des choses pas vraiment lyriques, plutôt des choses à propos de la société, à propos de la condition humaine, et qui le faisait qui était critique envers la tradition épique. Il doit fuir l'Ionie sous la pression des Perses et se réfugier dans le sud de l'Italie, peut-être bien à Élée, qui est aussi la cité où on trouve Parménide d'Élée. Et peut-être bien, donc d'après une certaine tradition, Xénophane aurait été le maître, entre guillemets, enfin celui qui aurait initié Parménide à la philosophie. Et de fait, il y a une certaine ressemblance entre la philosophie de Xénophane et celle de Parménide, mais une certaine, finalement, peut-être assez superficielle, de telle sorte qu'on n'est pas du tout sûr que cette tradition, donc de lui comme fondateur de l'école d'Élée, qu'elle soit exacte. En tout cas, il écrit un ouvrage en vers, qui est rédigé en poésie, un ouvrage dans lequel on peut retenir vraiment trois grandes orientations. La première, c'est une critique de l'anthropomorphisme dans la conception des dieux, et ça c'est évidemment une des raisons pour lesquelles il s'opposait aux poètes traditionnels. On y trouve aussi une conception justement du divin plutôt monothéiste et même panthéiste, une sorte de vision du divin comme le tout de l'univers. Et ensuite, il y a cette réflexion sur la connaissance dans un sens très sceptique déjà, c'est-à-dire déjà il doute de nos possibilités d'arriver à une connaissance et de dépasser la simple opinion, donc de dépasser le fait qu'on a une opinion, on n'a aucune certitude, aucun critère pour juger de si elle est meilleure qu'une autre. Et donc ce sont ces trois orientations que je vais vous faire découvrir dans ces quelques fragments qui sont sélectionnés ici. Donc ce sont des fragments littéraux, dont on est sûr. Donc c'est vraiment la manière dont l'avait formulé Xénophane. Les deux premiers portent sur la critique de l'anthropomorphisme. Mais si les bœufs, les chevaux et les lions avaient des mains, et de ces mains savaient dessiner et sculpter comme les hommes, ils dessineraient des images et produiraient des corps de dieux, pour les chevaux semblables à des chevaux et pour les bœufs à des bœufs, tel qu'est pour chacun son propre corps. Les Éthiopiens font leurs dieux camus et noirs, et les Thraces leur donnent des yeux verts et les cheveux roux. Voilà, donc bien sûr, chacun fait Dieu à son image et non pas l'inverse, bien sûr. Alors, sa sorte de panthéisme, voilà comment il la formule, et remarquez donc que j'ai rassemblé plusieurs fragments qu'on distingue, qu'on a numérotés
de manière différente parce qu'on n'est pas très sûr qu'ils se suivaient ou qu'éventuellement il y avait d'autres vers entre ceux-ci. Mais en tout cas, ils forment tout de même un tout assez cohérent. Donc, un seul Dieu, dit-il, un seul Dieu. Donc, dans le cadre d'un polythéisme tout de même très répandu, hein, un seul Dieu, le plus grand parmi les dieux et les hommes, semblable aux mortels ni par le corps ni par la pensée. Donc voilà, le Dieu qu'il faut concevoir ne peut pas être semblable d'aucune manière, donc ni dans son aspect extérieur, ni même dans sa manière de penser. Il ne faut pas non plus, même si on admet assez facilement le fait qu'un divin n'a pas un corps de mortel, on peut admettre beaucoup plus difficilement qu'il ne pense pas non plus comme nous. C'est-à-dire, si on essaie de lui concevoir une intelligence, même une intelligence créatrice éventuellement, elle ne sera pas du tout comme la nôtre. Il n'y a aucune raison de faire cette projection. Alors vous allez peut-être trouver bizarre qu'ils disent un seul Dieu et puis le plus grand parmi les dieux et les hommes. Ça veut dire qu'il reconnaît quand même plusieurs dieux et pas un seul. Alors on suppose que c'est parce qu'il n'écarte pas totalement l'existence des dieux olympiens, peut-être par prudence ou peut-être par conviction, c'est difficile à savoir, et que donc il veut bien accepter de considérer la mythologie olympienne, mais ce n'est pas ça le divin au sens de ce qui peut expliquer les choses, ce qui peut expliquer l'univers ou expliquer le mouvement dans l'univers, comme on va voir qu'il essaye de le faire. Donc ce n'est pas les Olympiens qui expliquent ça, et donc même si on les conserve, ils ne servent plus à ça. Donc son seul Dieu, c'est celui-là qui est important. Tout entier il voit, tout entier il comprend, tout entier il entend. Donc c'est un Dieu qui n'a pas un corps divisé en organes. Il n'a pas différents organes pour différentes fonctions. Mais sans peine, par l'esprit de sa pensée, il fait se mouvoir toute chose. Donc c'est lui qui est responsable de l'ensemble des mouvements dans l'univers. Et c'est par l'esprit de sa pensée, donc c'est en pensant et sans peine, hein, sans se donner de peine par cette impulsion. Il demeure toujours dans le même, ne se mouvant en rien, et il ne lui convient pas de se déplacer tantôt ici, tantôt là. Donc lui-même est parfaitement immobile, ne change d'aucune façon, ne se déplace pas, il pense sans se mouvoir, sans que ça suscite le moindre mouvement en lui. Alors, on n'est pas sûr qu'il s'agit d'un panthéisme non plus, c'est-à-dire que ce Dieu se confond complètement avec l'univers, mais en même temps, alors à un autre endroit aussi que je ne vous ai pas recopié, il dit qu'il est sphérique. Alors, pourquoi est-ce qu'il le dit sphérique? Alors ça, c'est toute une symbolique de la forme, c'est peut-être même seulement une métaphore, c'est une symbolique de la forme, puisque la sphère est la seule forme dont toutes les parties soient égales, enfin, à partir du centre, hein, donc à partir du centre, tous les rayons sont égaux vers l'extérieur, et donc c'est la figure la plus équilibrée, celle dont on peut le moins justement distinguer voilà, des aspects qui seraient spécialisés dans telle ou telle fonction. Donc c'est peut-être simplement une image. Donc est-ce qu'il se confond ou pas avec l'univers, ce Dieu de Xénophane? En tout cas, c'est lui qui, partout, le met en mouvement. Donc d'une certaine manière, en tout cas, il agit partout. S'il ne se trouve pas partout, en tout cas, il agit partout. Bon voilà, on n'en sait pas plus. Hein, c'est une première théorie qui va d'ailleurs être reprise par Anaxagore, l'idée que c'est une forme de pensée qui meut tout l'univers. Mais encore une fois, une pensée qu'il ne faut pas prendre au sens anthropomorphe, donc pas par projection de notre type de pensée. Et enfin, son doute sceptique, il apparaît dans le fragment 34. Aucun homme n'a su ni ne saura ce qui est clair à propos des dieux, ni ce que je dis sur toute chose. Donc au fond, il met en question aussi ce que lui-même vient de dire. Donc alors lui, il fait une hypothèse en somme, mais il ne prétend pas du tout que ce soit la vérité et qu'il y ait la moindre certitude possible même à atteindre à ce propos. Car même s'il arrivait par hasard à parler le mieux possible, donc même si quelqu'un arrivait par hasard à la vérité, eh bien il ne le saurait pas. Lui-même, cependant, ne le saurait pas, mais l'opinion est échue à tous. Donc, même si une opinion est vraie parmi toutes, on n'a aucun moyen de le savoir. Voilà, ce serait simplement par hasard. Bon, voilà pour ce type d'interrogation. Et je passe une génération plus loin, peut-être même un petit peu plus qu'une génération plus loin, à propos d'Empédocle, dont on a vu le système cosmique la semaine dernière. On a une toute autre théorie de l'accès à la vérité
qui, elle aussi, va être discutée après Empédocle, qui va avoir un certain succès et puis pas mal d'objections, qui va rencontrer pas mal d'objections. Empédocle estime que si nous pouvons connaître les choses, c'est parce que nous sommes dans une relation de parenté avec elle. Nous sommes composés des mêmes éléments. Donc je vous rappelle qu'il composait en fait toute chose de l'univers à partir de 4 éléments et de 2 forces, l'une de rassemblement, l'autre de dispersion. Et qu'à partir de là, il pensait qu'on pouvait rendre compte de tous les corps et de toutes les transformations des corps dans un univers constamment en transformation. Et nous, en tant qu'humains, nous sommes composés des mêmes choses. Nous aussi, nous avons des forces de rassemblement, des forces de dispersion, aussi bien pour tenir notre corps que dans nos relations les uns avec les autres, dans nos relations avec les autres choses du monde. Et nous sommes composés d'une certaine proportion de ces 4 éléments. Et c'est grâce à ça, d'après Empédocle, c'est parce que nous sommes faits de la même chose que nous pouvons sentir les choses et les comprendre. Nous avons une affinité avec elle. C'est par cette parenté, cette affinité que nous sommes en relation avec elle. Et il avait développé toute une théorie de la sensation, notamment de la vision, comme des effluves. Ce qui était responsable de la vision pour lui, c'était des effluves qui venaient des corps et qui pouvaient pénétrer dans notre corps par des pores, c'est-à-dire des conduits appropriés, évidemment extrêmement fins, et qui étaient appropriés à chaque chose. Donc dans les yeux, nous avons des conduits appropriés pour ces effluves visibles. Et dans l'oreille, nous avons des conduits appropriés pour les effluves sonores, etc. Et donc il y avait toute une théorie comme ça, bon, qui aussi a été discutée, a rencontré beaucoup d'objections, mais en tout cas il avait fait cet effort de penser comment corporellement on pouvait vraiment être en rapport direct, enfin de manière directe avec des choses elles aussi corporelles, hein, faites de la même matière. Et donc cette connaissance, on l'a appelée très vite dans l'Antiquité la théorie de la connaissance du semblable par le semblable. C'est parce que nous sommes semblables que nous pouvons appréhender le semblable. Donc voilà d'abord la lecture du fragment le plus représentatif. Par la terre, nous percevons la terre, et l'eau par l'eau. Par l'éther, le divin éther, alors ce qu'Empédocle appelle l'éther, c'est l'air, en fait. Et par le feu dévorant tout. Et l'amour par l'amour, et la haine par la haine ennemie. Donc voilà, c'est par cette affinité hein, que nous pouvons connaître le reste du monde, simplement parce que nous en faisons intégralement partie. Et Aristote, notamment, mentionne non seulement ces vers, mais aussi cette théorie de la connaissance, à la fois dans la métaphysique et dans son traité de l'âme, là où lui-même essaye de proposer une autre théorie de la perception. Et parmi les objections qu'il adresse à Empédocle, il y en a 2 qui sont assez importantes. C'est qu'il dit, si c'était vraiment grâce à ces 4 éléments et à ces 2 forces que nous étions en contact avec toutes les choses, eh bien, ça ne suffirait pas du tout parce que ce qui est important dans le mélange des éléments, ce qui est important pour l'identification de chaque type de corps, c'est pas qu'il est fait de 4 éléments puisqu'ils le sont tous. Enfin, peut-être certains seulement de 2 ou de 3, mais enfin, c'est toujours les mêmes éléments. Donc, ce qui caractérise chaque type de corps, c'est la proportion justement dans le mélange. C'est qu'il n'y a pas la même proportion entre ces éléments. Et c'est ça qui diffère et qui fait qu'on peut avoir une variété de matières assez bien plus importante hein, que les simples combinaisons de 4. Et donc, Aristote dit, si on devait connaître par le semblable, eh bien, il faudrait aussi qu'on dise par quoi on connaît les proportions. C'est ça qui est important. C'est le pourcentage de chaque chose dans le mélange. Et donc, il y a besoin, en fait, ce qui manque, c'est une théorie du nombre chez Empédocle. Au fond, c'est ça qu'il lui reproche. Il manque une théorie du nombre, hein, du fait de comment est-ce qu'on connaît le nombre, qui est tellement important dans la diversité des choses, du moins selon cette théorie elle-même. Et alors, l'autre objection que Aristote adresse à la théorie, c'est que si nous sentons les choses parce que nous sommes semblables à elles, alors pourquoi est-ce qu'elles ne nous sentent pas? Évidemment, hein, on peut retourner évidemment l'affirmation du semblable par le semblable. Et donc il manque une distinction de ce qui, parmi tout ce qui est sensible, donc nous aussi nous sommes sensibles, hein, nous avons un corps sensible, il manque cette distinction parmi tous les sensibles de ce qui est aussi sentant. Qu'est-ce qui fait que parmi tous les sensibles, il y en a qui sont sentants et les autres pas? Et ça manque complètement dans cette conception.
Et cette remarque, elle m'a fait penser à un philosophe du XXe siècle qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty, qui a lui aussi proposé une théorie du sensible et une théorie de notre accès au sensible qui ressemble très fort à ça, c'est-à-dire une théorie où on retrouve une unité originelle et dont on ne peut pas douter entre tout ce qui est sensible. Donc notre propre corps a une affinité, là aussi directe, avec tout le reste du sensible. Et lui aussi, Merleau-Ponty, frôle à un certain moment l'indistinction entre le sentant et le senti. Il la frôle. Et donc je vais vous lire un petit texte de Merleau-Ponty. Alors, je n'ai pas pu vous l'imprimer même. C'est un texte qui est issu de son ouvrage « Le visible et l'invisible », que je vous recommande. Hein. C'est un superbe ouvrage. Et aussi, il a aussi écrit un traité plus technique et plus axé sur la perception qui s'appelle « Phénoménologie de la perception ». Donc ça date de 1945, et celui « Le visible et l'invisible », ça date de 1964. Donc vous voyez vers quelles années il était actif. Voilà ce texte. Le visible ne peut ainsi me remplir et m'occuper que parce que, moi qui le vois, je ne le vois pas du fond du néant, mais du milieu de lui-même. Du milieu de lui-même. Donc, non seulement je fais partie du visible, mais je suis toujours au milieu du visible. Et ça, c'est une remarque qui est très intéressante chez Merleau-Ponty, c'est-à-dire de partir toujours de la sensation que nous avons à partir de notre propre corps. Notre interprétation du monde vient de notre corps, de la situation où notre corps se trouve par rapport au reste. Et donc, forcément, nous sommes toujours au milieu. C'est-à-dire, à partir de notre corps, on regarde toujours autour. Et il y a d'ailleurs toute une théorie aussi très belle chez lui de ce qui se passe dans notre dos. C'est-à-dire la conscience que nous avons de ce qui est derrière, comment est-ce qu'on compense le fait qu'on ne le voit pas, ce qui est derrière, et qu'on le reconstitue en fait grâce à la complicité de toutes les choses qui nous entourent. Bon, c'est une très très belle théorie. Mais donc voilà, nous sommes toujours au milieu du sensible et sensibles nous-mêmes. Donc nous en faisons non seulement partie, mais nous sommes centraux dans ce monde. Donc moi, le voyant, je suis aussi visible. Ce qui fait le poids, l'épaisseur, la chair de chaque couleur, de chaque son, de chaque texture tactile, du présent et du monde, c'est que celui qui les saisit se sent émergé d'eux par une sorte d'enroulement ou de redoublement. Donc, celui qui sent, l'être sentant, il sent qu'il émerge du sensible, de tout le sensible, comme une sorte de redoublement par rapport à ce sensible, ou une sorte d'enroulement par rapport au sensible. Donc, ce n'est pas un redoublement comme la réflexion, qui est aussi un retour sur soi d'un certain corps, par la réflexion. Ce n'est pas au sens de la réflexion, mais c'est comme si la sensation redoublait le sensible. Donc toujours, le sujet est toujours celui qui les saisit, foncièrement homogène à eux. Donc celui qui sent est homogène à toutes les choses sensibles qu'il sent. Donc homogène, c'est fort, ça veut dire qu'il est du même genre, il est du même type, il est de la même sorte. Qu'il est le sensible même venant à soi. Et qu'en retour, le sensible est à ses yeux comme son double ou une extension de sa chair. Le sensible, c'est comme une extension de notre corps propre. L'espace, le temps des choses sont des lambeaux de lui-même, toujours du corps sentant, sont des lambeaux de lui-même, de sa spatialisation, de sa temporalisation. Non plus une multiplicité d'individus distribués synchroniquement et diachroniquement. Je m'arrête là une seconde, je continuerai la phrase après, juste pour vous faire sentir ce qu'il veut dire par là. Quand il dit une extension de nous-mêmes, comment ça se fait? Ce n'est pas une métaphore, c'est plus que ça. Quand il dit que tout le sensible est comme une extension du corps sentant, c'est parce que comment est-ce que nous situons les choses dans l'espace et dans le temps? C'est à partir de notre propre spatialisation, à partir de la spatialisation de notre corps, donc à partir de l'espace qu'occupe notre corps et de la constatation aussi de son changement au fur et à mesure de nos mouvements, en fonction de nos mouvements. Donc c'est à partir de cette spatialisation de notre propre corps que nous pouvons spatialiser le reste des objets. Bon, ce sont des choses qui ont été menées d'ailleurs dans les études de psychologie, donc de psychologie perceptive. Donc comme je vous dis, dans Merleau-Ponty, ses premiers travaux portaient vraiment là-dessus.
Et c'est la même chose pour le temps. Comment est-ce que nous pouvons situer les choses dans le temps? Eh bien, c'est à partir aussi de la temporalité de notre propre corps. C'est parce que notre propre corps, nous sentons comment il continue, comment il est continu et permanent au fur et à mesure du temps. Et donc, c'est grâce à ça que nous accordons la même continuité aux choses et que nous sentons que c'est la même temporalité que nous avons et que les choses autour de nous possèdent aussi. Donc, c'est vraiment une extension de notre espace et de notre temps, notre perception des choses. Et donc, je poursuis la phrase. Mais c'est un relief du simultané et du successif. Donc le monde sensible, c'est comme un relief, ce ne sont pas des individus. Les choses ne sont pas individuées spatialement et temporellement. Ce ne sont pas comme des choses isolées les unes des autres. C'est un continu comme un relief. Tout l'espace est différencié entre différentes choses comme un relief. Et pareil pour le temps. Une pulpe spatiale et temporelle, une pulpe. Donc vous voyez une matière protéiforme qui peut prendre des tas de formes, où les individus se forment par différenciation. Donc à partir de cette pulpe commune, les individus se forment par différenciation. Ça vous peut penser à personne, là qu'on a vu la semaine dernière? Ça ressemble beaucoup à la philosophie ionienne, non? À la physique ionienne, c'est-à-dire cette idée d'une substance commune qui est capable de prendre toutes les formes et dont toutes les choses individuées, en fait, se différencient en tirant quelque chose du tout et puis en y retournant. On a une impression de proximité, je trouve, dans ce texte avec la physique ionienne qui est assez étonnante. Alors, je poursuis encore un petit peu. Les choses ici, là, maintenant, alors, ne sont plus en soi, en leur lieu, en leur temps, elles n'existent qu'au bout de ces rayons de spatialité et de temporalité émis dans le secret de ma chair, et leur solidité n'est pas celle d'un objet pur que survole l'esprit. Merleau-Ponty était très opposé à tout le dualisme entre le sujet et l'objet, donc il passe beaucoup de temps à réfuter le dualisme de type cartésien, un sujet se trouvant en face d'un objet, donc séparé par un point de vue qui est soit de survol, soit de face à face, mais en tout cas qui n'est pas inclus, le point de vue n'étant pas inclus dans son objet. Donc il s'oppose beaucoup à ce dualisme. Et c'est comme ça en fait qu'il retrouve au fond des inspirations qui viennent de l'Antiquité, mais il ne le dit pas. Alors je ne sais pas s'il s'en rendait compte ou pas, je ne suis pas sûre. Il ne fait jamais allusion en tout cas, jamais. Donc n'est pas celle d'un pur objet que survole l'esprit, elle est éprouvée par moi du dedans, en tant que je suis parmi elles et qu'elles communiquent à travers moi comme chose sentante. Donc toutes les choses communiquent à travers moi parce que je suis la chose sentante qui les réunit, qui a une sorte de synergie comme ça des sensations de tout ce qui vient et les choses communiquent en moi. Voilà, Merleau-Ponty c'est vraiment beau, il y a beaucoup d'autres choses, d'autres textes assez semblables à ce passage. Mais finalement Merleau-Ponty maintient quand même une différence entre ce qui n'est que sensible et ce qui est à la fois sensible et sentant, en concevant qu'on peut les imaginer comme un même tissu qui a un envers et un endroit. L'envers et l'endroit du même tissu. Alors d'une certaine manière, ce tissu est réversible, mais cette réversibilité n'est pas une identité totale. Donc nous sommes, voilà, le sentant et le senti, c'est comme l'envers et l'endroit d'un même tissu. Voilà, donc là, je trouvais que ce rapprochement tout de même était assez frappant par rapport à la théorie d'Empédocle, du semblable par le semblable, y compris avec le fait que, bon, on ne peut pas l'exposer de la manière aussi naïve et aussi simple que le fait Empédocle. Ça se heurte à trop d'objections. Et je pense que cette objection d'Aristote, justement, elle a fait histoire. Cette objection, il faut distinguer le sentant de ce qui est seulement senti, elle fait histoire. Alors, en même temps que se développe ce type de théorie, il y en a une autre qui émerge, une autre théorie de la connaissance qui émerge et qui va avoir un succès très important dans l'histoire de la philosophie et va atteindre son sommet probablement avec Platon. C'est la théorie d'une dissociation entre la connaissance par les sens et la connaissance par le raisonnement ou par la pensée, avec bien souvent une dévalorisation de la connaissance par les sens. Et cette dissociation, elle peut prendre deux orientations. Une orientation, c'est de considérer que les choses la manière dont les choses nous apparaissent au sens et au raisonnement, là, cette manière est différente, mais elles sont complémentaires.
elles sont complémentaires parce que les sensations et le raisonnement saisissent des choses différentes, mais du même objet, du même monde. L'autre orientation, c'est celle que prendra Platon, c'est de considérer que les sensations et l'intellection, le raisonnement, ne saisissent pas du tout le même monde, mais saisissent des mondes différents, des réalités différentes. Et que la réalité qui vaut la plus la peine d'être connue, c'est celle qui est connue par la pensée. Et en fait, le premier à introduire cette théorie-là, c'est Parménide. C'est Parménide qui va inspirer Platon sur ce point-là. C'est Parménide parce que Parménide estime que ce qui est vraiment, ce qui est au sens véritable de être, ne peut être saisi que par la pensée. Alors évidemment, la compréhension précise de ce qu'il veut dire par là dépend de la compréhension de ce qu'il entend par être. Et ça, malheureusement, je le reporte. Je vais le reporter à la séance prochaine parce que bon, ça demande d'étudier son texte en détail, qui est un texte un peu complexe par le raisonnement, mais vraiment passionnant, justement. Sa manière d'essayer de démontrer ce que c'est que être par rapport aux choses familières qui ne sont pas, dit-il, pourquoi? Parce qu'elles changent tout le temps. Donc ce qui change tout le temps, on ne peut pas l'appeler ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui ne change pas. Et son disciple, le disciple de Parménide, Mélissos, donc il avait deux disciples très connus, Mélissos et Zénon d'Élée. Zénon, on en parlera pour d'autres raisons, mais Mélissos théorise un petit peu plus encore cette dissociation entre les sensations et la pensée, en disant que les sensations nous donnent accès aux choses sensibles, forcément, par définition, donc aux choses qui sont tout le temps autres qu'elles ne sont, donc qui n'arrêtent pas de changer, de se modifier. Il n'y a pas une seule chose sensible qui ne se modifie pas. Ça, vous pouvez en faire l'expérience, essayez-vous de penser à une chose qui soit sensible, donc qu'on puisse voir ou entendre ou sentir, et qui en chercher une qui ne se modifie pas, on ne trouvera pas. Et il affirme qu'en revanche, tout ce qui est permanent doit être connu par le logos, dit-il. Donc, là où Parménide parlait de la pensée, nous, lui, il parle de logos, par le raisonnement, ou par la raison. Bon, donc je reviendrai un petit peu sur cette particularité de la théorie de la connaissance des Éléates, après avoir parlé de leur théorie de l'être. Mais un courant très important qui a hérité de cette distinction, ce sont les atomistes. Ce sont les atomistes qui, eux aussi, font une différence importante, et c'est essentiel pour leur théorie scientifique, entre les données sensorielles et les données du raisonnement. Bon, les atomistes, quelle est leur proposition? Il y a un petit texte là qui est issu de Simplicius et qui se rapporte surtout à Démocrite. Alors on dit les atomistes, c'est Leucippe et Démocrite, mais de Leucippe lui-même, on n'a quasiment rien en propre. On ne sait pas s'il avait dit quelque chose de vraiment différent de Démocrite. On n'en sait rien. Tantôt les témoignages les mettent ensemble, tantôt parlent seulement de Démocrite, mais on ne voit pas trop la différence entre les deux. Donc peu importe. Hein. Tout comme son compagnon Leucippe, Démocrite d'Abdère. Alors Abdère, c'est une cité de Thrace. La Thrace, ça se trouve tout au nord de la Grèce. Démocrite d'Abdère posait comme principe le plein et le vide, appelant le premier étant et le second non-étant, posant les atomes comme la matière des étangs, donc le plein, c'est les atomes. Il considérait que le reste des choses est engendré par leur différence. Donc il concevait un vide infini dans lequel se trouvent des atomes en nombre infini aussi. Ces atomes sont des corpuscules qui, comme leur nom l'indique, sont insécables. Atomos veut dire insécable. Donc ce sont les divisions ultimes de matière. Au-delà de ça, on ne peut pas diviser davantage la matière. Et ils estimaient qu'il fallait arrêter justement la division à un certain endroit. On ne pouvait pas concevoir que la matière continue à se diviser à l'infini. Alors, je vais y revenir parce que d'autres, au contraire, ont soutenu cette conception-là. Et ces atomes peuvent s'agréger entre eux et former des mondes, des corps, toutes sortes de corps, vivants, non vivants, et des mondes organisés qui, eux aussi, se défont et se refont pour l'éternité, sans que rien soit jamais stable. Donc il y a une infinité de mondes dont le nôtre n'en est qu'un exemplaire temporaire qui va aussi se désagréger. Et les atomes se distinguent donc par trois types de différences. Les voici. Donc celles-ci sont trois.
forme, tournure et assemblage, ou en d'autres termes, figure, position et ordre. Donc Simplicius, il introduit d'autres termes, c'est déjà Aristote, hein, c'est dans son commentaire d'Aristote qu'il le fait, déjà Aristote qui le fait parce que les termes utilisés par Démocrite sont soit un petit peu archaïques, soit un petit peu régionaux, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'utilise le grec le plus classique, donc c'est pour ça qu'ils traduisent, mais en fait ça veut dire la même chose. Donc il y en a, comment est-ce qu'on a illustré ça de manière imagée? Les Grecs l'ont très très tôt illustré à partir des lettres de l'alphabet. On peut faire les mêmes distinctions avec les lettres qui forment des mots différents selon leur forme, leur tournure ou position et leur assemblage. C'est les mêmes trois différences. Effectivement, si on prend par exemple le A ou l'alpha et le nu, le N, on voit bien qu'elles ont des formes différentes. Hein. Leur aspect, leur figure est immédiatement différente. En ce qui concerne la tournure, on peut faire une différence par exemple entre le N et le Z simplement en le retournant. Hein, il suffit de le faire pivoter et c'est une autre lettre. Et quant à l'assemblage, c'est bien sûr, si on met A et N dans ce sens-là, ça signifie une chose. Si on inverse le sens et qu'on met N et A, on a une autre syllabe. C'est tout autre chose, ça a une autre signification, c'est une autre chose. C'est une autre syllabe ou un autre mot. Et donc, à partir de toutes ces combinaisons, on peut obtenir un nombre, à partir des combinaisons de 26 lettres, on peut obtenir un nombre de mots presque infini, innombrable. Et donc, c'était la même chose avec les atomes. Ils estimaient donc qu'il y avait un nombre de figures d'atomes qui était limité. Ce nombre, ces différences étaient limitées. Bon, il y en avait qui étaient sphériques, il y en avait qui étaient rugueux, d'autres lisses, il y en avait qui avaient des pointes. Bon, voilà, il y a quelques différences vraiment de structure, mais elles ne sont pas infinies. Mais si on les associe à toutes les positions possibles dans les agrégats et à toutes les successions ou combinaisons possibles, eh bien ça fait un nombre, pour ainsi dire, infini de différences. Et donc, eux, ils rendent compte de toute la diversité des corps extrêmement facilement avec cet ensemble de principes premiers, de corpuscules premiers. Et donc, c'est ce qu'explique Simplicius dans la suite du texte. En effet, par nature, le semblable est mu par le semblable. Alors ici, on ne dit pas est connu, mais est mu. C'est-à-dire, c'est une référence au fait que les choses qui se ressemblent s'attirent. Les semblables s'attirent. Donc les atomes de même type ont tendance à s'agréger entre eux et à former donc des agrégats plus ou moins purs, hein, d'atomes plus ou moins purs. Et certains autres, au contraire, se repoussent. Donc on a parlé, il y a des tas d'expressions qui viennent de là, comme les atomes crochus. Hein. On a des atomes crochus, ça veut dire qu'on se sent en affinité, on se sent proche de quelqu'un parce que c'est comme si on se retenait les uns les autres, non, par nos crochets. Ou bien le fait qu'ils se ressemblent s'assemblent, bon, voilà. Tout ça est devenu proverbial, mais c'était censé expliquer pourquoi il y avait certains agrégats qui se faisaient et d'autres pas. Hein. Tout ne se fait pas, il y en a qui se repoussent, d'autres qui s'attirent. Donc le semblable est mu par le semblable, les choses de même sorte sont portées les unes vers les autres, et chacune des figures étant ordonnée pour un autre mélange, produit une autre disposition. Par conséquent, les principes étant en nombre infini, ils pouvaient logiquement rendre compte de toutes les affections et de toutes les substances, et dire par quoi et comment une chose est engendrée. C'est pourquoi ils affirment que c'est seulement en considérant les éléments comme infinis que toutes les choses se produisent conformément à la raison. Ce conformément à la raison est important. Donc non seulement on peut en rendre raison de manière totale, il n'y a rien qui échappe à l'ensemble de ces éléments, au contraire de toutes les philosophies précédentes où chaque fois on a bien quelques parties de l'explication, mais on n'a pas l'explication totale, il manque toujours quelque chose, comme on vient de le voir avec Empédocle par exemple. Donc ici, on a la totalité de l'explication nécessaire, et en plus, c'est conforme à la raison. Et donc j'en viens ici donc, à la distinction de Démocrite entre l'essence et la raison. Les sensations ne nous révèlent pas les atomes. Hein, nous ne pouvons pas les voir, les atomes. Et ça, il le dit bien, et c'est tellement petit que ça échappe absolument à nos sensations. On peut éventuellement en reconstituer des images. Par exemple, il y a la très très belle image de la danse de la poussière dans un rayon de soleil. Hein, donc quand un rayon entre par une fissure étroite et que vraiment on a un pan d'éclairage, hein, on voit effectivement la poussière
qui fait des circonvolutions dans ce pan, dans ce rayon de lumière. Et on peut concevoir que les atomes, c'est comme ça, mais sauf que c'est encore bien plus petit que ces grains de poussière, mais que constamment, il y a des danses d'atomes comme ça partout. Alors, donc ça, c'est une manière d'affiner, disons, nos sens, en disant que ce qu'on voit à une certaine échelle, on peut supposer qu'à une échelle plus petite, c'est pareil. Mais ils ne font pas que ça. En fait, l'intervention du raisonnement pour atteindre les atomes demande beaucoup plus. Il faut vraiment induire la cause à partir de son effet. C'est-à-dire, ce que nous constatons, c'est toujours des effets de quelque chose. Nous constatons des différences de forme, de couleur, de mouvement, et tout ça, nous devons les faire remonter à leur cause. Quelle est la cause qui peut expliquer tous ces phénomènes? Et si on veut vraiment une cause donc, qui soit générale, qui soit valable pour tout, on doit raisonner de telle manière que, justement, que ça rende compte à la manière des atomes. Enfin, cette manière de remonter aux atomes, c'était pour eux la seule manière de pouvoir rendre compte de tout en même temps. En même temps, à partir des mêmes particules, sans d'aucune manière diminuer la diversité des choses. Donc c'est uniquement le raisonnement qui permet d'atteindre ça. C'est uniquement par un raisonnement qu'on peut remonter à ces causes. Et Sextus Empiricus, qui est un sceptique du IIe siècle de notre ère, qui aime bien essayer de rassembler, qui a rassemblé en fait tous les passages de ses prédécesseurs qui affirmaient un certain scepticisme par rapport à la connaissance. Sextus Empiricus est une source importante pour Démocrite et puis aussi pour les sophistes, dans la mesure où ils ont été très sceptiques. Et il est une de nos rares sources de fragments pour Démocrite, dans la mesure où, très curieusement, on a peu de fragments littéraux de Démocrite. Alors pourtant, c'est un philosophe qui a été énormément commenté et discuté à partir de Platon, énormément par Aristote, mais toujours de manière allusive, sans le citer. Et donc ça nous manque beaucoup d'avoir ses propres termes. Bon, donc on est obligé de se rabattre sur des textes comme celui qu'on vient de lire. Mais il y a quand même un ou deux fragments qui sont cités par Sextus Empiricus et où on voit vraiment clairement cette affirmation de la différence entre ce que nous pouvons atteindre par les sens et ce que nous pouvons atteindre par la raison. Donc il dit, parlant de Démocrite, il dit qu'il y a deux connaissances, l'une par les sens, l'autre par la pensée, dont il appelle l'une, celle par la pensée, légitime, lui accordant la fiabilité comme critère de la vérité. Démocrite, dès qu'il y a un critère de la vérité, il pense que... Sextus Empiricus, dès qu'il y a un critère de la vérité, il pense qu'on se trompe. Si on estime qu'il y a un critère de la vérité, c'est-à-dire qu'on peut juger, c'est ce par quoi on peut juger de ce qui est vrai et de ce qui est faux, pour lui, c'est déjà qu'on est dans le dogmatique. On est déjà un philosophe dogmatique. Alors attention, dogmatique à l'époque, ça voulait dire simplement qu'on proposait une théorie, une thèse dont on pensait qu'elle était plus vraie que les autres. C'était simplement ça, être dogmatique, c'était pas asséner une vérité indiscutable. Mais enfin, tout de même. Et donc, pour lui, Démocrite reste tout de même un dogmatique, alors que vous allez voir, il est quand même assez dans le doute sur certaines choses. Donc, tandis qu'il appelle bâtarde la connaissance par les sens, lui refusant l'évidence dans la recherche du vrai. Il dit littéralement, et donc voilà quand même un petit morceau de citation. Il est deux formes de connaissance, l'une légitime, l'autre bâtarde. De la bâtarde relève tout ensemble la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, donc les cinq sens, tandis que la légitime en est distincte. Ensuite, il donne la raison de préférer la légitime à la bâtarde, en disant « Lorsque la bâtarde ne peut plus voir ce qui est trop petit, ni l'entendre, ni le sentir, ni le goûter, ni le percevoir par le toucher, mais que ce soit trop subtil. » Trois petits points, parce qu'il ne termine pas sa citation. Donc, la raison, c'est que les sens sont très limités, très très vite limités. C'est pour ça qu'ils sont moins bons que la raison. La raison n'est pas aussi limitée, elle peut aller beaucoup plus loin. Elle peut investiguer les causes de manière beaucoup plus pénétrante, y compris dans ce qui se dérobe complètement. Et je pense que c'est intéressant de penser qu'une des différences entre la science antique et la science moderne à partir du XVIIe siècle, c'est que c'est une différence de l'intensification de nos moyens de sensibilité. C'est-à-dire que ce qui a vraiment été augmenté à partir du XVIIe siècle, c'est nos moyens d'investigation sensible, d'observation sensible, par des instruments.
par des instruments donc, pour voir le plus petit ou le plus lointain. Beaucoup plus qu'une augmentation de nos potentiels de raisonnement. Il serait difficile de trouver vraiment un raisonnement beaucoup plus poussé à partir de l'époque moderne qu'à l'époque antique, mais des instruments pour affiner notre sensibilité, ça oui, énormément. Et donc évidemment, à partir de données sensibles plus précises, on a de meilleurs raisonnements, puisque le raisonnement dépend de deux choses. D'une part, de son déroulement logique, de la force de la logique qui peut déduire le plus possible de connaissances, mais il dépend aussi grandement de ses prémices, de ce d'où il part, des données disponibles pour partir, pour faire commencer ce raisonnement. Donc plus les données disponibles au départ sont précises et étendues, plus évidemment le raisonnement aura lui aussi de puissance. Donc c'est ça qui a été augmenté avec les instruments d'observation. Ce n'est pas les déductions logiques. On peut dire aussi que les mathématiques ont été augmentées aussi. Donc l'utilisation des mathématiques a bénéficié d'un certain progrès des mathématiques. Et d'autre part, Démocrite attribuait aussi la faiblesse de nos sens à la relativité des phénomènes par rapport à nos organes sensoriels. Et donc remarquez bien que cette relativité des phénomènes à nos organes sensoriels, tout à l'heure, on en a parlé au sens d'un avantage. Parce que si nous pouvions saisir le sensible, c'est parce qu'il était adéquat à nos récepteurs. Adéquat, soit donc par nos conduits, que ce soit de manière très matérielle par nos conduits ou d'une manière plus formelle par nos structures de connaissances, mais en tout cas, on ne peut pas connaître si nos structures de connaissances ne sont pas adéquates à ce qui nous arrive. D'ailleurs, on peut supposer qu'il y a des tas de choses qui nous échappent, justement, et dans la sensibilité et dans le raisonnement, simplement parce que nous n'avons pas les facultés adéquates. Il y a des tas de choses qu'on ne perçoit pas. Y compris d'ailleurs que maintenant on sait qu'on ne perçoit pas parce qu'on a pu découvrir que d'autres espèces les percevaient, ou comme par exemple la perception des chauves-souris ou des choses comme ça. Donc, d'une part, c'est évidemment une condition essentielle de la connaissance que cette correspondance entre nos organes sensoriels et ce qui nous vient de l'extérieur, mais d'un autre côté, ça peut aussi être un obstacle. Et dans quel sens c'est un obstacle ou une limite? Eh bien, au sens où ça veut dire qu'on ne connaît que ce qui est adéquat à nos sens, c'est-à-dire on ne connaît que ce qui est relatif à nous. Ce qui n'est pas relatif à nous, par définition, on ne le connaît pas. Et donc, on peut éventuellement, alors il y a dans certaines conceptions, on dira tout est relatif à nous, on peut tout connaître. Tout, d'une manière ou d'une autre, nous est accessible. C'est une sorte d'optimisme de la connaissance. Ou bien on dira, comme l'a fait Kant, de manière vraiment très claire et qui jusqu'ici n'a plus pu être contestée, c'est tout ce à quoi nous avons accès par la connaissance, on va l'appeler les phénomènes, c'est-à-dire ce qui nous apparaît, ce qui nous apparaît à la sensibilité et à l'entendement, et on pourra laisser de côté, tout en supposant que ça existe, ce que les choses sont indépendamment de cette relation à nous, c'est-à-dire en soi. Ce que les choses sont en elles-mêmes, ou éventuellement relativement à d'autres êtres que nous, avec d'autres facultés, eh bien ça, par définition, on ne peut pas le connaître, donc laissons-le de côté, ça échappe à la connaissance. Et ça échappe à la théorie de la connaissance. Mais donc, il y a une sorte de pré-science ou de pré-saisie de ce genre de distinction chez Démocrite, et on le voit donc dans le fragment 9. Nous ne saisissons rien de vraiment ferme, mais seulement ce qui nous affecte conformément à la disposition de notre corps et à celle des choses qui viennent à sa rencontre et des choses qui opposent une résistance. Donc, nous ne pouvons connaître donc que ce qui nous affecte, donc ce qui nous parvient, ce qui s'impose à nous, conformément à la disposition de notre corps. Voilà, notre corps est disposé de telle façon que certaines choses viennent l'affecter, sont donc senties, sont donc perçues, lui parviennent, et d'autres non. Et donc c'est une limite. Tout le reste, eh bien, ça nous échappe. Et c'est d'autant plus vrai pour nos sens, c'est d'autant plus vrai pour les sens que pour la raison. Alors, cependant,
Démocrite ne se situe pas dans l'orientation parménidienne et platonicienne de cette dissociation entre sensibilité et raisonnement. C'est-à-dire, il ne pense pas que la pensée ou le raisonnement saisit autre chose, une autre réalité plus importante que la réalité sensible. Il pense que c'est la même réalité qui est saisie par les deux, mais que le raisonnement la saisit plus profondément, mieux, la saisit par ses causes. Donc atteint justement le stade où la sensibilité ne peut pas aller. Mais si notre sensibilité était meilleure, était plus précise, elle atteindrait les atomes. On pourrait le vérifier qu'ils existent et qu'ils sont tels que le raisonnement le dit. Hein, c'est le même monde qui est saisi par les deux. Et donc cette complémentarité, elle s'exprime dans le dernier fragment que je vous ai indiqué, c'est le 125. Donc, celui qui pense qu'on ne peut rien commencer sans l'évidence. Alors attention, c'est un texte de Galien, ce texte. Il y a une petite citation littérale, mais en gros c'est un texte de Galien qui est un médecin du IIe siècle de notre ère. Donc là aussi on est bien postérieur. Et donc Galien discute Démocrite, mais bon, entre-temps il le présente de cette manière-ci. Celui qui pense qu'on ne peut rien commencer sans l'évidence, donc rien commencer sans quelque chose de clair et de sûr, hein, quelque chose de clair et certain sur lequel on bâtira autre chose. Comment serait-il crédible en insultant celle, donc l'évidence, dont il a tiré ses principes, hein, à partir du moment où notre point de départ sûr, qui nous a permis de découvrir d'autres choses ou de déduire d'autres choses. Bon, à partir du moment où on est parti de là, on ne peut pas ensuite insulter, calomnier, détruire, dévaloriser ce qui nous a servi de point de départ. Sinon, évidemment, on invalide tout le reste, tout ce qu'on a développé à partir de ça. Donc, vous allez voir pourquoi il dit ça. Hein. Sachant cela, Démocrite, lorsqu'il a rejeté les apparences en disant, et ici on a une citation, « Convention que la couleur, convention que le doux, convention que la mer, en réalité, les atomes et le vide. » Donc en disant ça, Démocrite rejette les apparences, mais en même temps, il a fait s'adresser les sens à la raison en ces termes. Donc c'est comme si les sensations rétorquaient quelque chose à la raison triomphante en disant « Malheureuse intelligence, tu détruis les convictions que tu as tirées en nous, que tu as tirées de nous. Cette destruction est ton propre effondrement. » Bon, donc c'est bien ça. Si la raison disait au sens, voilà, tout le raisonnement que j'ai bâti à partir des données de l'observation, je le dévalorise en disant les sens ne valent rien, les sensations ne valent rien, eh bien, je m'invaliderais moi-même. Voilà, la raison se détruirait elle-même, puisque tout l'édifice qu'elle a construit là-dessus serait faux lui aussi. Hein, donc si les prémices d'un raisonnement sont fausses, bah, tout le raisonnement est faux aussi par nécessité. Donc bien sûr, on ne peut pas nier que les données des sens doivent être vraies elles aussi, et qu'elles sont aussi importantes que le raisonnement, hein, que toute la déduction qu'on va pouvoir en tirer ensuite. Et alors, évidemment, le fragment est assez connu, le fragment qui est cité ici, donc convention que la couleur, convention que le doux, convention que la mer. En réalité, les atomes et le vide, c'est un fragment important parce que dans la théorie de Démocrite, qu'est-ce qu'il veut dire par convention? En fait, ce que nous voyons sous forme de couleur, ou ce que nous sentons sous forme d'amertume ou de douceur, hein, tout ce que nous sentons de cette manière-là, ça n'est pas comme ça que sont les choses. Les choses ne sont pas vraiment comme ça. En fait, les atomes ne sont pas colorés, ils ne sont pas doux ou amers. Hein. Les atomes n'ont pas toutes les qualités que nous sentons. C'est autre chose, c'est-à-dire que c'est par leurs différences propres, qui ne sont pas celles que nous sentons, qu'ils provoquent à un niveau macroscopique d'autres qualités que celles qu'ils ont eux-mêmes. Il n'y a pas d'atomes colorés, les atomes ne sont pas colorés, mais certains agrégats provoquent une sensation de couleur pour nous. Donc la couleur, elle est uniquement relative à nous et aux êtres qui sentent de la même façon que nous. Uniquement relatif à ça, mais elle n'existe pas dans les atomes, donc dans ce qui est vraiment la réalité. Hein. La réalité du monde, c'est les atomes et le vide. Tout le reste, c'est la manière dont nous percevons tout ça. Alors c'est pour ça qu'il utilise le mot convention pour dire relativité, hein, pour dire cette relativité. Et le mot convention, c'est le mot nomos. Alors ça c'est aussi quelque chose que j'aime bien souligner, c'est que le mot nomos en grec, ça veut dire la loi aussi. Ça veut dire la loi. Mais la loi, justement, elle n'est jamais qu'une convention chez les Grecs. La loi, elle est une convention. Alors que
à l'époque moderne, on opposera les lois de la nature à toute convention. Les lois de la nature, c'est justement ce qui n'est pas conventionnel. Hein, c'est ce qui est nécessaire, c'est ce qui est partout pareil, c'est ce qui est universel. C'est ce que tout le monde doit reconnaître. Donc c'est l'opposé d'une convention. Alors, mais ce qui a permis cette transformation du mot loi, hein, donc à partir de la conception grecque qui considérait que toute loi est une convention et que donc on ne peut absolument pas appeler les permanences naturelles des lois, hein, jamais un grec ne va appeler les permanences naturelles des lois, justement ce qui est permanent et universel, on va l'appeler physis, on va l'appeler ce qui est toujours, hein, on va utiliser l'adverbe toujours, on ne va jamais utiliser loi pour ça. Là où on utilise loi, c'est justement quand c'est relatif à quelqu'un, quand c'est de la relativité, quand c'est pas permanent, quand ça dépend des circonstances. Hein, c'est ce qui tantôt est saisi d'une façon, ou par certains d'une façon, par d'autres d'une autre façon, etc. Ça, ce sera appelé nomos. Mais pas du tout ce qui, au contraire, est permanent. Alors, ce qui a permis donc ce renversement, par rapport à l'époque moderne, c'est le passage par la loi divine. C'est-à-dire que c'est qu'à partir du moment où le divin a garanti que la loi humaine était immuable et éternelle et nécessaire, à partir de ce moment-là, la loi humaine, juridique ou politique, est devenue cette nécessité, cette permanence qui désormais a pu être empruntée par le domaine scientifique. Donc la science, la science moderne, la science du XVIIe, en parlant de loi de la nature, faisait toujours un emprunt, inconsciemment, un emprunt à la loi humaine, mais au sens où cette loi humaine avait acquis un statut de nécessité par sa garantie divine. Voilà, ces retournements. Donc la convention, c'est le nomos, et c'est ça qui exprime la relativité des qualités sensibles, hein, relativité des qualités sensibles par rapport à nous. Et cette théorie, bon, on la retrouve chez Épicure, on la retrouve chez Lucrèce, hein, vous avez des pages beaucoup plus détaillées, donc ce qui nous permet d'avoir quand même une certitude par rapport à Démocrite, hein, on a des pages beaucoup plus détaillées qui se réfèrent à Démocrite dans Épicure et Lucrèce, et qui disent bien, voilà, que c'est une sorte d'émergence, les qualités c'est une sorte d'émergence à partir des atomes, mais qui n'ont pas ces qualités directement. Voilà pour les atomistes. Alors, c'est assez proche, enfin, quelqu'un qui est assez proche d'eux, et c'est pas par hasard, puisqu'il est lui aussi d'Abdère, c'est Protagoras, le sophiste. Et justement, on va voir, alors les sophistes, ils sont toujours rangés avec les présocratiques, hein, dans les corpus des présocratiques, on met les sophistes, mais comme un courant particulier parmi toutes ces philosophies différentes, alors que, comme vous savez, pour Socrate, Platon, Aristote, les sophistes ne sont pas des philosophes. Il y a une opposition entre sophistes et philosophes. Et donc on va essayer de sentir pourquoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui est particulier aux sophistes dans cette approche de la connaissance qui fait qu'ils ont été rejetés par certains philosophes en dehors de la philosophie. Ça, je pense que c'est important aussi de saisir ça, et en même temps qu'on saisit leurs théories qui sont originales et intéressantes, hein, importantes. Pour résumer où on en est par rapport aux possibilités d'accès à la vérité, hein, pour résumer où on en est jusqu'ici, ce qui a déjà été proposé, c'est 3 sortes d'accès. Ou bien on considère que nous avons accès à ce que sont vraiment les choses par une combinaison entre nos sensations et notre raisonnement, ou par le raisonnement seul. Mais nous avons accès à ce que sont vraiment les choses. Ou bien, nous n'avons pas accès à ce que sont vraiment les choses. Scepticisme. Ou bien, nous avons accès aux phénomènes dans la mesure où ils sont correspondants, où il y a une correspondance entre eux et nos moyens de perception, enfin, et d'intelligence. Donc voilà différentes, mais dans ce cas-là, on dira qu'on n'a pas de certitude quant à ce que les choses sont en elles-mêmes, hein, ce qu'elles sont vraiment, ce qu'elles sont en tant qu'étant. On les connaît en tant que phénomène et non pas en tant qu'étant. Donc voilà différentes positions possibles. Et Protagoras introduit encore quelque chose de nouveau par rapport à ça. C'est dans son fameux fragment « L'homme est la mesure de toute chose ». L'homme est la mesure de toute chose, ça fait immédiatement penser bien sûr au relativisme de la connaissance. Hein. L'homme est la mesure, c'est-à-dire que c'est lui
qui donne la structure ou les formes qui nous permettent de nommer, de connaître, de donner justement une structuration aux choses ou de rendre raison de ce qu'elles sont ou de la manière dont elles se transforment. Hein, c'est l'homme qui impose en quelque sorte ces mesures sur les choses. Alors mesure ne doit pas être pris simplement au sens quantitatif du terme, mais aussi dans un sens plus général de ces structures. C'est vraiment l'expression de ce phénoménalisme, hein, de cette théorie du phénomène qui fait que voilà, nous ne saisissons des choses que ce qui correspond à nos structures perceptives, enfin réceptrices. Bon, on connaît bien le début de la phrase, mais il est important de la lire jusqu'au bout. L'homme est la mesure de toute chose, pour celles qui sont du fait qu'elles sont, pour celles qui ne sont pas, du fait qu'elles ne sont pas. Et la manière de comprendre la phrase dépend de l'importance qu'on donne à ce deuxième membre. Si on lui donne beaucoup d'importance, alors on pourrait penser que la thèse de Protagoras n'est pas une thèse générale sur la connaissance de tout ce qui existe, mais une thèse partielle, limitée simplement à ce dont l'existence est douteuse, c'est-à-dire ou limitée à l'examen du jugement d'existence. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? Nous ne serions en mesure que pour ça, que pour dire si ça existe ou pas. Dans le cas, effectivement, où on aurait affaire à des existences qui ne sont pas évidentes. Et ce type d'interprétation peut se reposer, par exemple, sur le fragment suivant, qui dit « À propos des dieux, je ne suis pas capable de savoir ni s'ils sont, ni s'ils ne sont pas, ni leur aspect. Trop de choses nous empêchent de le savoir, leur invisibilité et la brièveté de la vie humaine. » On pourrait penser ici donc que Protagoras, quand il dit que l'homme est la mesure de ce qui est des choses qui sont, des choses qui ne sont pas, il vise principalement ça, les dieux ou d'autres choses dont on n'est pas sûr de l'existence. Et donc à ce moment-là, ça voudrait dire nous pouvons en décider en fonction de nos besoins ou en fonction de ce qui nous paraît le meilleur. Voilà, si on pense que c'est important d'affirmer l'existence des dieux, affirmons-la. Si on pense que ce n'est pas important, ne l'affirmons pas. Mais c'est nous qui décidons, il n'y a pas d'autre moyen de le savoir ou de l'affirmer ou d'en être certain. Maintenant, le fait que cette thèse soit réduite à ça est assez douteux dans la mesure où les choses qui sont, quand on parle de ça en grec, ça veut dire aussi, d'une manière très habituelle, très courante, les choses qui sont vraies, c'est-à-dire les choses telles qu'elles sont vraiment, telles qu'elles sont véritablement. Et donc, quand il dit que l'homme est la mesure pour les choses qui sont de ce qu'elles sont, ça veut dire de ce qu'elles sont vraiment. Et donc, il n'y aurait pas seulement un jugement d'existence, mais aussi un jugement sur leur teneur, leur nature, leur statut ontologique, leur essence, si vous voulez, ce qu'elles sont vraiment, leur description, leur identité. Et donc à ce moment-là, on aurait vraiment une thèse ontologique, donc une thèse sur l'existence, sur le type d'existence des choses, générale, une thèse générale. Je pense que c'est plus probable. En tout cas, c'est toujours comme ça qu'il a été compris dans l'Antiquité, donc dès Platon, qui est le premier à exposer assez longuement, enfin, discuter assez longuement la philosophie de Protagoras. Donc, je pense qu'il faut la prendre comme ça, mais même comme ça, au sens de cette thèse générale sur le fait, donc, le phénoménalisme, disons, ou le relativisme par rapport à nos moyens de connaissance, on peut la prendre encore de deux façons, cette phrase de Protagoras. On peut considérer que le relativisme est individuel, c'est-à-dire que c'est par rapport à chaque individu et même à chaque circonstance dans lesquelles peut se trouver l'individu que les choses lui apparaîtront différemment. Donc il y a un relativisme vraiment lié, vraiment éclaté, vraiment dispersé en fonction de n'importe quelle circonstance et de n'importe quel récepteur. Ou bien on peut considérer que le relativisme, il concerne l'espèce. C'est-à-dire que c'est pour toute l'espèce humaine qu'il y a le même type de mesure qui est donné aux choses. C'est-à-dire qu'on considère que le relativisme est par rapport aux facultés de l'être humain,
mais qui sont partagés par tous les êtres humains, pas en tant que chaque individu les a différemment, donc pas en tant qu'il y en a un qui voit un petit peu mieux et l'autre un petit peu moins bien, non, c'est au sens où il y a la vue, et puis c'est tout, hein. Donc on ferait quelque chose de beaucoup plus général, lié à toute l'espèce, lié à la capacité de l'espèce. On dira donc les phénomènes visibles, en général, hein, les phénomènes nous parviennent en tant qu'ils sont visibles en général et que nous avons en général la vue. On ne fera pas une différence pour chaque individu de la manière dont il voit. Donc ça fait une grande différence, ça, parce que dans ce dernier cas, dans le cas d'un relativisme, disons, de l'espèce, alors on rejoint de nouveau la théorie kantienne. On a de nouveau ce qu'on peut appeler aussi un subjectivisme instituant. Le sujet institue les choses parce qu'il les fait passer par sa grille, en quelque sorte, hein, par le tamis de ses structures perceptives, par sa grille d'interprétation. Mais c'est le sujet, non pas en tant que chaque individu est différent, c'est le sujet que Kant appelle transcendantal. Et transcendantal, c'est vraiment un mot qui a son sens spécifique dans cette théorie, qui veut dire en tant qu'il est condition de possibilité de quelque chose. Mais nous sommes tous conditions de possibilité de la même manière. Nous sommes tous conditions de possibilité de notre appréhension du monde de la même manière. On ne tient pas compte ici des différences individuelles. Mais il se fait que c'est jamais comme ça que Protagoras a été compris dans l'Antiquité. On l'a toujours compris au sens du relativisme individuel, et probablement sous l'influence de Platon. Parce que comme Platon a commencé par le faire, au fond on se rend compte que tous les autres se réfèrent à Platon. Après, tous ceux qui parlent de Protagoras le font en fonction de ce que fait Platon. Et pour Platon, c'est donc dans son dialogue qui s'appelle Thé et Tête, qui est un dialogue qui porte sur la connaissance, hein, où il se demande qu'est-ce que c'est exactement que la connaissance, au sens plutôt scientifique du terme. Et il envisage donc la théorie de Protagoras, et voilà un petit extrait assez représentatif de la manière dont Platon le présente. Il dit donc, telle une chose m'apparaît, telle elle est pour moi, telle elle t'apparaît, telle elle est pour toi. Donc on voit bien hein, que ça varie en fonction de chaque individu. N'arrive-t-il pas, lorsqu'il y a du vent, que l'un de nous frissonne, alors qu'un autre, à ce même souffle, ne frissonne guère? Dans ce cas, de ce souffle considéré en lui-même, faudra-t-il dire qu'il est froid ou qu'il n'est pas froid? Donc, qu'est-ce qu'on va dire de lui-même, le souffle? Alors, il est froid ou il n'est pas froid? Puisque l'un dira « moi, il me paraît froid », l'autre dira « il ne me paraît pas froid ». Ou bien, convaincus par Protagoras, devrons-nous dire qu'il est froid pour qui frissonne et qu'il n'est pas froid pour qui ne frissonne pas? Et du coup, Platon en ajoute que pour Protagoras, finalement, les choses ne sont rien en elles-mêmes. Elles ne sont jamais que ce que chacun en dit, donc que ce que chacun en ressent. Et autrement dit, il n'existe rien en dehors de ce qui est senti. Les choses n'existent que parce qu'elles sont senties. Donc, il faut voir comment il passe d'une thèse à l'autre. On n'est pas sûr hein, que Protagoras voulait dire ça, mais voilà comment Platon lui fait dire quelque chose de très radical. Est-ce que Protagoras était aussi radical? C'est pas du tout sûr. Mais à partir donc simplement du fait de dire, bon, qu'est-ce qu'il est en lui-même, ce vent, hein, qu'est-ce qu'il est en lui-même? Il est froid ou il n'est pas froid? Si Protagoras dit, bah, il est froid pour les uns, il n'est pas froid pour les autres, et on ne peut rien dire de plus, alors Platon dit, mais alors il n'est rien en lui-même. Il n'est que tantôt froid, tantôt non froid, en même temps d'ailleurs, hein, il est en même temps froid et non froid, puisque les opinions sont exprimées en même temps, mais il n'est rien en lui-même. Et donc, par conséquent, les choses ne sont rien en elles-mêmes. Donc, si une chose n'est rien en elle-même, elle n'existe que parce qu'on la sent. Elle n'existe qu'au moment où on la sent. Donc, on arriverait dans une ontologie vraiment curieuse, hein, où les choses n'existent que parce qu'on les sent. Et ceci dit, il y a encore quelqu'un à l'époque moderne qui va reprendre ça, c'est Berkeley. Hein. On va retrouver ce genre de sensualisme extrême et radical à l'époque moderne. Et du coup, ce dialogue, enfin, ce passage du dialogue se termine de façon comique parce que Socrate fait remarquer, mais alors Protagoras, il aurait aussi bien pu dire « le cochon est la mesure de toute chose ». Puisqu'il suffit qu'un être soit 100 ans, hein. Il suffit d'un être 100 ans, donc n'importe quel animal, issu d'autres animaux, bon, n'importe quel animal peut aussi bien être la mesure de toute chose, puisque lui aussi, au moment où il les sent, eh bien, il les fait exister en tant qu'il les sent. Le cochon aussi, il sent le froid. Donc voilà, ça c'était vraiment l'épée en plein cœur de Protagoras, on allait lui faire dire le cochon est la mesure de toute chose. Ceci dit,
puisqu'on ne peut malheureusement pas savoir ce que Protagoras voulait dire exactement, on est obligé de, si on veut le chercher, on est obligé de recourir aux autres témoignages sur Protagoras, des témoignages qui ne sont plus exactement sur cette question de la connaissance, mais qui se rapportent à ses autres types d'activités. Et en fait, on sait que l'activité principale de Protagoras n'était pas tellement une activité scientifique, c'était surtout une activité politique. Et ça, on le sait, pas seulement par Platon dans le Protagoras, on le sait heureusement par d'autres témoignages. Il y a le témoignage de Xénophon, il y a des témoignages d'historiens, il y a des témoignages d'autres orateurs. Voilà, on a pas mal de textes qui rapportaient comment Protagoras estimait qu'il était principalement, enfin, se présentait principalement comme un professeur de rhétorique politique, de rhétorique politique et non pas de connaissances scientifiques. Et en tant que professeur de rhétorique politique, ce qui importe à Protagoras, c'est d'établir une parole efficace. Et il dit aussi aider à choisir en politique, de prendre une décision politique qui soit la meilleure possible. Mais quand il dit la meilleure possible, il précise la meilleure, non pas au sens de la vérité, c'est-à-dire ce qui est important, ce n'est pas de savoir le vrai, c'est de savoir ce qui est le plus approprié dans certaines circonstances, le plus approprié à la situation, le plus efficace, le plus utile pour la cité ou pour celui qui prône cette décision. Et donc, alors évidemment, on est dans le domaine pratique, on est dans le domaine politique, on pourrait dire ça aussi dans le domaine judiciaire, on défend quelque chose, non pas nécessairement pour la vérité, mais pour l'efficacité, c'est-à-dire convaincre le jury et donc l'emporter. Et donc, si on applique cette même préoccupation première à ces déclarations à propos de la connaissance, on pourrait dire aussi que toute sa théorie de l'opinion, qui veut qu'une opinion ne soit pas meilleure qu'une autre, puisque l'un a froid, l'autre n'a pas froid, il n'y a pas une opinion qui est meilleure que l'autre. On ne peut pas les départager et dire l'un a raison, l'autre n'a pas raison. Les deux ont raison, ils ont tous les deux froid, c'est vrai. Donc les deux ont raison, l'opinion est toujours vraie, dit Protagoras. Alors à ce moment-là, on pourrait estimer que ce qui départage néanmoins les opinions, c'est ce qui est le plus utile. C'est ce qui est le plus utile. Est-ce que celui qui ressent les choses de telle manière va mieux atteindre son but que celui qui le ressent d'une autre manière? On va juste voir ça. Ce sera juste quel est le plus intéressant, quel est le plus approprié. Ou si vous voulez, d'une manière peut-être perspectiviste à la manière de Nietzsche, on dira qu'est-ce qui va le mieux lui servir, on ne va pas dire sa survie, mais plus exactement le développement de sa puissance. Est-ce que quelqu'un qui ressent les choses de telle façon va mieux développer sa puissance, ou bien quelqu'un qui ressent les choses de telle autre façon? Et ce sera ça qui départagera les opinions. Si on voit qu'une opinion est plutôt un obstacle, qu'une certaine opinion est plutôt un obstacle au développement de la puissance de quelqu'un, eh bien, elle sera plus mauvaise que l'opinion qui, pour quelqu'un, est au contraire, lui permet au contraire d'entreprendre énormément de choses. Voilà donc comment un tempérament sensoriel, même un tempérament sensoriel, peut éventuellement être jugé meilleur qu'un autre. Simplement, ce sera plus utile. Bon, je laisse les choses néanmoins un petit peu en suspens parce que toutes ces discussions, elles viennent toujours de philosophes qui sont globalement défavorables à Protagoras. Alors, pas du point de vue politique, parce que ça on verra plus tard, mais tout de même je voudrais faire remarquer, je ferai remarquer à quel point la théorie politique de Protagoras qui est exprimée dans le Protagoras de Platon, elle est tout de même extrêmement intéressante et probablement assez fidèle. Mais sur sa théorie de la science, malheureusement, on n'a pas d'autres témoignages que celui-là. Donc voilà, pour conclure sur ce type de relativisme, on peut laisser en suspens la possibilité que Protagoras pensait plutôt à un relativisme instituant de type spécifique, lié à l'espèce, une sorte de subjectivisme instituant. Ce n'est pas impossible du tout. Ce n'est pas quelque chose qui est hors de portée de cette époque, étant donné la manière dont Démocrite avait déjà réfléchi, par exemple, à nos moyens de connaissance. Donc, ce n'est pas anachronique de penser que c'est possible.
ou bien, ou alors les témoignages qu'on vient de voir sont effectivement ceux qu'il essayait de défendre, dans la mesure où son souci principal n'était pas d'atteindre la vérité scientifique. C'était pas ça qu'il avançait le plus, qu'il mettait le plus en avant quand il proposait ses leçons. Voilà, donc je le laisse en suspens. Et je vais reporter l'examen de Gorgias à la semaine prochaine. Attention, pas la semaine prochaine parce que la salle n'est pas disponible, mais dans 2 semaines. Donc la séance prochaine dans 2 semaines. J'aborderai la théorie de Gorgias et de là je passerai à un nouveau sujet. Je pense qu'on va voir ensuite les Éléates, les Éléates Parménides, pour savoir exactement ce qu'il en est de cette conception particulière de l'être. Voilà. Donc maintenant on peut discuter ces premières propositions sur la connaissance, donc, que j'ai déjà récapitulé. Vous voyez qu'il y a déjà toute une diversité de nos moyens d'accès à la vérité, par le raisonnement seul, par une combinaison du raisonnement et des sens, ou pas d'accès du tout à la vérité, le phénoménalisme, etc. Voilà. Donc, je vous en prie. Vous voulez bien passer le micro? C'est pas la peine. Si, c'est pour l'enregistrement. C'est peut-être un peu léger comme question, je ne sais pas. Comment savoir si nous voyons tous les mêmes couleurs, par exemple? Je sais à qui il faut passer le micro. On a un spécialiste de la biologie de la vision. Oui, mais en fait, justement, en tant que biologiste, je trouve qu'on peut tout à fait réhabiliter Protagoras au sens propre, c'est-à-dire que, d'une part, la différence de perception entre les espèces. Aujourd'hui, on sait au niveau moléculaire la façon dont on perçoit les couleurs. Et bon, vous avez déjà vu l'arc-en-ciel, en fait, les physiciens peuvent percevoir chacune des longueurs d'onde comme un continuum. Mais nous, ce que nous percevons, c'est uniquement 3 couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Donc cette caméra, par exemple, est en train de prendre une image de vous, elle est sensible à 3 couleurs séparées, le rouge, le vert et le bleu. Le petit écran qui donne une image qui ressemble absolument à ce que je vois, en fait, il ne produit que 3 couleurs. Mais ces 3 couleurs suffisent à me leurrer et à me donner la perception du jaune. La lampe qui est là en haut, la lampe jaune, elle excite en même temps votre perception du rouge et du vert, et ça vous donne l'impression du jaune. Mais il existe aussi une couleur qui est absolument jaune, et c'est là où on ne peut pas, nous, percevoir la différence entre une émission purement jaune et une émission d'un mélange de rouge et de vert. Alors, pour d'autres espèces, les oiseaux, par exemple, ils ont 4 pigments colorés. Donc, nous ne pouvons même pas imaginer la manière dont un oiseau perçoit les couleurs. Par contre, tous les mammifères qui ne sont pas des primates, ils n'ont que 2 pigments colorés. Donc, ils sont littéralement l'équivalent des humains daltoniens. Donc, entre espèces, déjà, la perception, ça montre bien qu'effectivement, il y a une très grande différence entre ce que le physicien peut percevoir comme les propriétés de la couleur et ce que nous en percevons en tant que scientants, en fait, Et par ailleurs, là où on peut même aller jusqu'à la variabilité interindividuelle de Protagoras, c'est-à-dire l'homme, l'individu, l'humain, chaque individu est la mesure de toute chose, c'est au niveau de l'olfaction, la perception de l'odeur. Parce que la perception de l'odeur est basée non pas sur 3 récepteurs, mais chez l'humain sur 400. Mais maintenant, on a fait de la génomique personnelle, et donc un des résultats qu'on a eu en comparant les gènes de milliers d'individus, on a ça aujourd'hui depuis quelques années, c'est que c'est les molécules auxquelles nous sommes sensibles, les odeurs auxquelles nous sommes sensibles, c'est une des choses les plus variables entre les individus. Donc c'est pour ça que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et par ailleurs, dans d'autres espèces aussi, chez les souris, il y a 800 récepteurs olfactifs, chez les chats, les chiens, et donc c'est pour ça que les autres animaux se basent beaucoup plus sur l'odorat, pour d'une part pour percevoir leur environnement, pour détecter ce qu'ils peuvent manger, ce qu'ils ne peuvent pas manger, etc., que l'humain. L'humain est un peu handicapé par quelques millions d'années d'évolution, mais on a perdu la moitié de notre perception olfactive, et ça c'est parallèle avec l'augmentation de perception visuelle. Ouais. Est-ce qu'on a des possibilités technologiques de savoir si par exemple les oiseaux qui voient plus de choses que nous, on pourra les voir nous un jour? Oui. Transhumanisme là. Ah oui, c'est ce que j'ai aussi. Tu veux répondre? Oui. Alors, il y a une expérience qui a été faite avec les souris. En fait, on ne l'a pas fait chez l'humain, pour des raisons assez évidentes.
Mais chez les souris, on a fait des souris transgéniques chez lesquelles on a ajouté un pigment coloré, puisque nous percevons avec 3 couleurs, les souris avec 2. On a fait des souris transgéniques et je pense qu'elles ont la capacité de discriminer le vert du rouge. C'est-à-dire que le cortex est capable de s'adapter après. Alors qu'elles n'ont pas évolué, justement, cette capacité, cette connexion entre l'œil et le cerveau n'a pas fait l'objet d'une évolution pendant des millions d'années chez la souris pour leur permettre de faire ça. C'est quelque chose de purement adaptatif. Donc c'est assez fascinant, c'est pas impossible qu'on puisse y arriver. Et il existe aussi une variabilité interindividuelle dans la perception des couleurs chez certaines femmes, pas chez des hommes, mais chez des femmes, pour des raisons génétiques, c'est parce que c'est sur le chromosome X, que les femmes ont 2 chromosomes X. Il y a des variants au niveau d'un des gènes qui font que, vraisemblablement, elles perçoivent des teintes différentes de vert que d'autres femmes ne perçoivent pas parce qu'elles ont le même récepteur et que les hommes ne peuvent pas percevoir parce que nous n'avons qu'un seul chromosome X. Mais elles ne peuvent pas l'exprimer. C'est-à-dire que tous les gens qui sont dans cette salle ont sans doute une vision un petit peu différente, enfin pas tous, mais parmi les gens qui sont dans cette salle, il y en a certainement qui ont des visions un peu différentes des couleurs. On va chez un ophtalmologue pour détecter pour détecter la détection de daltonisme. Il n'y a pas seulement le fait d'avoir complètement perdu la perception soit du rouge, soit du vert, soit du bleu, il y a aussi des tas de nuances dans les teintes. Donc il y a des tests un peu plus poussés où on voit des choses un peu vertes, soit d'autres un peu moins vertes, et qui permettent à l'ophtalmologue de détecter les choses plus subtiles. Donc oui, il y a des différences entre individus, en résumé, oui, il y a des différences interindividuelles. Oui. Passez derrière. Ça tombe bien, c'est un domaine, je suis chromiste. Donc, pour compléter ce qui vient d'être dit, dans le système RVB, c'est un système additif, c'est-à-dire que les 3 couleurs donnent le blanc. Tandis que nous, tout ce que nous voyons en reproduction, c'est un système soustractif, c'est-à-dire c'est du cyan, du magenta, du jaune et du noir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système soustractif, celui que nous voyons, il est entièrement codifié. C'est-à-dire que les couleurs que l'on reproduit ont toute une valeur bien déterminée. C'est-à-dire on part de 4 pigments, c'est-à-dire un cyan, un mage, un jaune et un noir, et en mélangeant toutes les combinaisons possibles à 1% près, mais l'œil ne voit qu'à 3% près, on obtient 16,8 millions de couleurs dans un certain espace et tout. Donc, lorsqu'on travaille la couleur, il n'y a rien de feeling, ni de quoi, tout est vraiment codifié. On a des gammes, on compare, après ça dépend du support, bien entendu, ça dépend du papier, si c'est un papier blanc, un papier teinté, des trucs comme ça. Ça, c'est le monde de la reproduction. Après, ce qui a été dit, ça c'est très important, parce qu'il y a un livre qui est magnifique sur la couleur, qui est le livre que Goethe a écrit, sur le traité des couleurs. Alors là, si vous voulez voir de la poésie dans la couleur, il faut lire Goethe, parce que c'est vraiment... il nomme les couleurs dans la perception qu'il en a dans la nature, et c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec une logique scientifique, mais alors vraiment, il a... Tout à l'heure, c'est vrai que quand on voit un rouge, un vert, on le nommera chacun d'une façon différente, mais alors lui, il a de ces allégories, il part dans des délires de transparence de l'eau, d'ondulation, c'est vraiment un très très beau livre de poésie sur la couleur. Oui. Non, mais juste une chose, on va passer dans le monde de la peinture, c'est que moi je m'interrogeais sur Démocrite, qui basait toute sa réflexion sur le principe du plein et du vide. Et effectivement, ça me fait penser à la peinture orientale, chinoise, le yin et le yang. Je ne sais pas, ça n'a pas bougé depuis des millénaires. Oui, moi je voulais revenir sur la notion de connaissance, et notamment la notion de connaissance sensible, dite bâtarde, et la connaissance raisonnée, dite légitime. Elle-même peut être tout aussi bâtarde ou légitime selon les événements. J'ai l'impression que chaque philosophe a une certaine idée de la vérité et une certaine idée, un certain raisonnement pour l'atteindre. Je pense que le point de départ, la connaissance sensible, est indispensable. Je pense aux notions qu'on a pu apprendre quand on était plus jeune sur le bon par-dessus la connaissance à une certaine époque.
où on disait que les formes de manifestation des phénomènes cachent leur détermination interne. Donc effectivement, à partir d'une connaissance sensible, on a besoin d'une théorie ou d'un raisonnement ou de moyens conceptuels pour expliquer que ce qu'on voit ou ce qu'on ressent n'est pas tout à fait est caché par autre chose, par des phénomènes dits d'exploitation par exemple. Mais c'est tout aussi bâtard, je dirais, l'explication qu'on donne de ces phénomènes cachés, que certains la considèrent légitime. Je pense que le va-et-vient entre le légitime et le bâtard, je pense que la connaissance bâtarde, la connaissance sensible, c'est un peu excessif de la qualifier de bâtarde systématiquement. Parce que bon, je pense que c'est ce qu'il y a de plus légitime, je dirais, entre guillemets, chez chacun d'entre nous, même si elle peut être déformée à travers un certain prisme. Mais entendre, voir, sentir, c'est presque commun et on peut s'entendre assez rapidement sur tout ça. Par contre, sur le raisonnement qui dit que ce que vous entendez ou ce que vous voyez n'est pas tout à fait exact, là c'est plus compliqué quand même. Et là c'est une idée personnelle avec des instruments plus théoriques, plus abstraits. Donc c'est tout aussi bâtard, je dirais, que l'autre légitime et inversement. Je vais reprendre le micro. Merci. Alors, dans tout l'ensemble de ces réflexions sur la sensibilité, je veux juste replacer où est l'importance philosophique que les premiers philosophes ont essayé de faire remarquer. C'est que, bien entendu, tout le monde sait bien que nous sentons tous différemment. Tout le monde, évidemment, l'épreuve du chaud et du froid, elle est manifeste et reconnue par tout le monde. La question, c'est, et c'est là que ça a un lien aussi avec l'idée qui est une métaphore, hein, le bâtard et le légitime, c'est une métaphore, mais enfin tout de même, d'une certaine valorisation ou dévalorisation. La question, c'est de savoir, oui, mais qu'est-ce qui est vrai alors? Qu'est-ce que la chose est en soi? Ou bien est-ce qu'il n'y a que des opinions sur la chose? Et ce qu'on appelle les opinions, c'est pour moi c'est un peu plus rouge, pour toi c'est un peu moins rouge. Mais qu'est-ce que c'est en soi alors? Et donc c'est comme ça que la science, si on part de la science actuelle, on voit bien comment on a pu dépasser ce problème. À un moment, on a défini la longueur d'onde et on a dit, ça c'est le rouge. Et si toi tu le vois un peu plus comme ça ou un peu plus comme ça, d'accord, c'est ta forme de perception, mais il n'empêche que le rouge, il est comme ça et pas autrement. C'est telle longueur d'onde, etc. avec les autres. Voilà, une fois qu'on a établi, et c'est là qu'on est passé au-delà de la sensation. Parce que la longueur d'onde, ce n'est pas la sensation qui la définit. Voilà, on a eu besoin de mettre en jeu d'autres moyens de connaissance. Et donc la différence entre la validité des connaissances, elle est là. C'est-à-dire c'est laquelle permet de dépasser les opinions, justement. Laquelle permet de dépasser la diversité pour dire, voilà, mais sur ce point-là, tout le monde est d'accord, on a l'impression que c'est vrai, que c'est comme ça qu'est vraiment la chose et qu'elle ne dépend plus, justement, des différences individuelles. C'est justement là qu'est la connaissance. Sinon, bon, bien sûr, tout est différent pour tout le monde. Mais, et c'est pour ça qu'il y a eu alors que le raisonnement, on a pu faire aussi l'expérience très tôt qu'il pouvait corriger aussi les données immédiates de la sensation de manière très simple. De manière très, très, très simple. Par exemple, un des tout premiers exemples, c'est la grandeur du Soleil. Le Soleil nous paraît très, très petit, mais on sait bien qu'il est plus grand que la Terre. Et donc le raisonnement corrige la perception. Bon, déjà rien que le fait que la perception nous donne les choses en perspective, mais la perspective, c'est une déformation. Les choses, elles ne sont pas comme ça, elles ne se rétrécissent pas plus, elles ne sont pas plus petites là-bas qu'ici. Donc la perspective, c'est une déformation, évidemment. Et donc nous, on corrige immédiatement. Donc l'expérience de corriger les données immédiates de la sensibilité par le raisonnement, on le fait tout le temps. Donc c'est comme ça qu'on peut se dire que si on prend les données immédiates, elles ne nous indiquent rien de la vérité des choses, quoi, ou si peu, elles nous donnent tellement peu. Mais en même temps, évidemment, il est impossible de s'en passer. Il est impossible de s'en passer, on doit toujours partir de là. Mais il faut voir tout ce qu'il faut corriger. Corriger, affiner, approfondir, et puis remonter aux causes. Donc il y a toute une série de démarches qui font que, voilà les raisons pour lesquelles on a privilégié quand même, non pas les données brutes et immédiates, mais une correction, quoi, ou une amélioration de ces perceptions premières.
sans les supprimer en général. La seule exception où vraiment il y a eu une suppression carrément hein, des données de la perception, enfin une tentative de supprimer totalement ce qui vient du sensible, c'est la recherche platonicienne. Et encore, il n'a pas maintenu ça jusqu'à la fin, Platon. C'est intenable. En fait, dire que les réalités qui sont disons permanentes, hein, par exemple les concepts sont censés être des choses permanentes qui sont valables, qu'on peut appliquer à tous les cas particuliers. Hein. Le concept, c'est censé être le général qui convient à tout cas particulier. Donc c'est ce qui est un et permanent, hein, qui n'est pas différent pour chaque circonstance. Bon, ne fût-ce que les concepts, pour Platon, on ne pouvait les atteindre que par la pensée, mais la pensée justement qui s'est débarrassée de tous les apports des sens. Il fait cette démonstration à propos du beau, par exemple. Hein, le beau. Alors c'est vrai que justement dans cette démonstration du beau, dans le banquet, il commence par partir de la beauté sensible pour s'en détacher progressivement. Hein, et par une série de degrés de plus en plus détachés, il arrive progressivement à la notion même de beau qui, elle, ne doit absolument plus rien à la sensibilité. Mais voilà, donc il y a ce détachement, il y en a peu qui l'ont porté à un point tel que Platon. Aristote revient tout à fait au fait de dire que toutes les notions, tous les concepts généraux, toutes les règles générales qu'on peut trouver, elles se trouvent dans les phénomènes. Elles se trouvent dans les phénomènes, mais simplement pour aller les y chercher, il faut d'autres moyens que la simple perception. On doit les extraire de ce que nous donnent des données de la perception qui, elles, ne sont pas, enfin, sont tout simplement incomplètes. Mais c'est tout de même dans les mêmes phénomènes. Donc, voilà, ça c'est une pensée, celle de Platon est vraiment extrême. Mais voilà, c'était ça évidemment l'important, et donc vous me permettez de réinsister là-dessus, sur le fait que la question philosophique, c'est de savoir, à partir de cette diversité de l'apparence, hein, la diversité du ressenti des apparences, qu'est-ce qu'on pose comme thèse à propos des étangs eux-mêmes? Est-ce qu'on dit que les étangs ne sont que ce qu'ils apparaissent, qu'il n'y a rien d'autre? Ou est-ce qu'on dit qu'ils sont autre chose que ce qu'ils apparaissent, hein, quelque chose qui sont en eux-mêmes, qui est indépendant de nous, de nos moyens, hein, de notre saisie de l'apparence? Et à ce moment-là, si on pose qu'ils sont autre chose que l'apparence, est-ce que cette chose-là, on peut l'atteindre ou pas? Est-ce qu'on pose qu'on ne peut absolument pas l'atteindre? On est dans le scepticisme, hein, on doit suspendre notre jugement à propos de ça. Ou bien est-ce qu'on pense qu'on peut l'atteindre, et alors on va essayer de mettre au point des méthodes, les meilleures possibles, et c'est de là, au fond, que la science s'alimente. C'est par la recherche de méthodes toujours plus approfondies, toujours meilleures, pour arriver à saisir, parce qu'on pense qu'il y a quelque chose à saisir. Si on pense qu'il n'y a rien à saisir, ou que c'est par définition impossible, on ne développe pas de science. Enfin, on n'essaie pas d'affiner la recherche scientifique, on n'a plus de motivation pour le faire. On se l'interdit. Donc c'est vrai que l'opinion qui a en tout cas, enfin la thèse sur ce point qui a en tout cas été la plus féconde pour alimenter la recherche et la faire progresser, c'est évidemment la pensée qu'il y a plus à découvrir dans les choses et qu'on peut le faire, hein, si on améliore nos moyens. C'est celle-là qui a été la plus féconde, moi, en tout cas. Je suis gêné, j'abuse, mais pour les arts à nouveau, Deleuze, il parlait de concept, de percept et d'affect. Donc c'est difficile d'opposer enfin, l'intelligibilité et l'essence. D'une façon, en tout cas, hiérarchique, comme je l'entends depuis un moment, une primauté des sciences implicite, non? Ce que j'ai pu comprendre. Oui, mais quand il parle de percept à propos des arts, il ne le fait pas au sens de la perception, justement. Ce n'est pas le sens courant de la sensation. Parce que sinon, lui, il en viendrait à cette thèse absurde que le concept philosophique n'a rien à voir avec la sensation, enfin, ou avec la perception au sens courant du terme, ce qui n'est pas du tout sa thèse. Donc sa thèse, c'est que l'objet propre de la philosophie, c'est le concept. La philosophie, c'est la discipline qui produit des concepts. Et l'art, c'est la discipline qui produit des percepts, mais pas au sens de la perception au sens courant. Sinon, sinon il tomberait dans un platonisme, quoi. Enfin, ce serait absurde de sa part, enfin, je pense, non?
Donc il n'y a pas du tout, dans la plupart des théories du concept, on intègre les données de la perception, on les intègre et puis on les dépasse ou on les subsume, enfin on leur donne une généralité, quoi. On essaye d'en tirer une généralité, mais généralement on les évacue pas, on ne fait pas un fossé entre le concept et la perception. Et Deleuze ne le fait pas non plus, je pense. Mais c'est vrai que la question de l'art, elle est, par rapport à ce qu'est l'art par rapport à la philosophie peut être en même temps proche et lointain, c'est-à-dire on peut considérer l'art comme toute autre chose que la philosophie, c'est-à-dire comme quelque chose qui est effectivement, par exemple, ne fût-ce que par sa visée, ça n'a pas une visée de connaissance. Donc déjà, on peut dire qu'il y a une différence fondamentale entre ces deux activités, parce que leur motivation, leur visée est complètement différente. Donc l'une ne se sert pas de l'autre, ni réciproquement. Mais en fait, on s'aperçoit que souvent la philosophie, elle a recours à l'art, justement. Et donc elle n'estime pas qu'elle en est coupée par une visée différente. Ou elle se sert de l'art comme expérience pour enrichir ses propres théories. Je veux dire, par exemple, Merleau-Ponty, dont j'ai lu un passage, il se sert énormément de l'art. Pour essayer de comprendre notre relation avec le visible. Et c'est dans ses travaux sur l'art, c'est dans ses écrits sur l'art, qu'il en vient à dire des phrases telles que, à partir du point de vue du peintre, qu'il n'y a plus d'activité et de passivité. On ne sait plus, il n'y a plus un pôle actif, un pôle passif. Le peintre, il est complètement passif par rapport au visible qui s'impose à lui. Donc on supprime les pôles actifs et passifs grâce à l'art, c'est grâce à l'art qu'il dit ça. Après, il peut élargir cette expérience artistique à toute expérience sensorielle. Il peut dire qu'au fond, dans toute sensation, c'est difficile de dire où est le pôle actif et le pôle passif. Si on dit que je sens, c'est une action, et que le sensible, déjà, comme on le dit, le sensible ou le senti, on le met sous une forme passive, mais qui est passif dans cette relation ? D'un autre côté, on peut dire aussi bien, nous sommes passifs puisque nous recevons une donnée qui vient de l'extérieur, c'est l'extérieur qui agit sur nous. Les philosophes de l'Antiquité, souvent, ils disent ça nous affecte, c'est-à-dire que l'actif, il est extérieur à nous. C'est le sensible qui agit sur nous et donc qui nous imprime quelque chose. On reçoit une image, c'est pas nous qui la construisons, l'image qui nous vient de l'extérieur. Bon, et alors il y a les théories, je pense sans doute les plus, me semble les plus intéressantes, qui font de la sensation vraiment une rencontre entre les deux pôles, chacun étant à la fois actif et passif, et c'est vraiment la rencontre, et encore une fois, ça a à voir avec la correspondance, c'est vraiment de la rencontre de deux activités distinctes que naît l'activité de sensation. Parce que de fait, le sensible s'impose à nous, on ne le choisit pas. Le sensible s'impose à nous. Enfin, pour le choisir, il faut se masquer les organes sensoriels, quoi. Il faut se les boucher volontairement. Sinon, le sensible, il nous arrive. Donc, on est passif d'une certaine manière. Mais en même temps, cette passivité, elle est aussi une mise en forme. Puisque au moment, je vais prendre l'exemple du son pour changer, au moment où on perçoit un son, ce qu'est le son lui-même, c'est une onde. Mais nous transformons cette onde en une note, enfin, sur laquelle on peut mettre un nom, on peut mettre une signification, on sait ce que ça veut dire, d'où ça vient, mais ça c'est une reconstitution que nous faisons. Ce qui nous vient de l'extérieur et par rapport au quoi nous sommes passifs, c'est l'onde, c'est tout. Et ensuite, notre activité à nous, elle consiste en une sorte de décodage de cette onde pour que ça devienne signifiant pour nous. Ah tiens, c'est tel son de telle chose que j'entends, ou c'est tel mot prononcé que j'entends. C'est une forme de décodage par nos structures réceptives. Donc il y a une double activité. On voit bien que pour qu'il y ait perception, il faut une double activité. Il faut non seulement qu'il y ait une onde qui se balade, et puis qu'il y ait un organe capable de saisir cette onde, et éventuellement, alors c'est encore une étape en plus, un cerveau capable de lui donner une signification. Voilà. Donc ça, c'est les théories quand même qui elles aussi concilient le côté actif et passif sans faire de dualisme simpliste. Il n'y a pas le pôle actif, le pôle passif, ça serait absurde. Encore Marc. Pour finir sur le cerveau qui
donne intelligence. Je veux dire, la longueur d'onde est la même pour un Français, un Allemand, un Chinois, et l'oreille est la même, c'est-à-dire le récepteur, la vibration est la même et tout. Mais à même longueur d'onde et à même vibration, on ne met pas la même image, on ne met pas le même sens. Donc, ça veut dire qu'on est quand même façonné culturellement. Le sens est appris. Hein. Voilà, le sens est appris. Le sens est appris. C'est vraiment... Il n'y a pas de vérité, quoi. On ne peut pas dire à telle longueur d'onde, à telle vibration. Non, c'est très... C'est culturel, quoi. Pour moi, c'est dans la façon dont on le transcrit. Après, oui, il y a des phénomènes qui existent et qui sont mesurés et tout, ça oui, mais après... Je vais reprendre un peu, je voudrais revenir sur Démocrite et les atomes. Déjà, est-ce qu'il emploie ce mot atome? Oui. D'accord. Et quand il dit qu'il y a des atomes qui s'attirent et d'autres qui se repoussent, c'est de la connaissance sensible ou raisonnée? Parce que si je me souviens bien, autant que je m'en souviens, cette démonstration n'a été faite qu'au XXe siècle sur les plus et les moins. Hein. C'est que comme ça qu'on a pu le démontrer. Ouais. Donc comment il le perçoit? C'est la sensible. Je vais prendre l'autre. En fait, c'est pas raisonnement. C'est pas raisonnement, mais ce raisonnement est analogique. Parce qu'il voit, comment dire, il pense que tous les agrégats ne peuvent pas se faire. Parce qu'il n'y a pas n'importe quoi qui peut tenir ensemble. Il n'y a pas n'importe quoi qui peut former un corps stable. Mais en même temps, donc comment est-ce qu'on peut expliquer que certains agrégats se font et d'autres pas? Ou comment est-ce qu'on peut être logique aussi à partir de, comment est-ce qu'on peut le déduire logiquement, à partir des formes des atomes eux-mêmes, lesquels, étant donné leur forme, peuvent rester ensemble, les autres pas. Donc c'est une série de raisonnements logiques qui permet de le faire. Et l'analogie avec le sensible, c'est qu'on le constate aussi dans d'autres phénomènes, qu'il y a des choses qui s'attirent et d'autres qui se repoussent. Et ça, ils peuvent le voir, par exemple, on était fascinés à cette époque aussi par tout ce qui était magnétique, hein, donc les aimants, quoi. Enfin, je veux dire, on avait découvert les aimants, et donc on voyait bien qu'il y avait des choses qui s'attiraient. Bon, il y a avec l'expulsion des gaz aussi, enfin toutes sortes de réactions chimiques, on a l'impression qu'il y a des choses qui s'expulsent, hein, ou d'autres qui s'attirent, enfin bon, voilà. Donc à partir d'analogies avec des phénomènes observables, on pouvait aussi au minimum induire, hein, donc en partant de cas particuliers, on peut au minimum induire que ça pouvait aussi se passer ailleurs. Et que donc, si en plus l'attribuer aux atomes permettait de mieux comprendre comment ça se passait, eh bien alors on disait qu'il était probable que ça se passe comme ça. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, quand on parle de raisonnement, il ne s'agit pas d'un raisonnement absolument vérifié et absolument certain. Il s'agit toujours d'une thèse. Hein, il s'agit toujours d'une thèse, mais la thèse qui leur semblait la meilleure possible pour expliquer les phénomènes. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas une preuve certaine du fait que ça se passait comme ça au niveau des atomes. Et on le reconnaissait. D'où effectivement aussi une certaine humilité de la connaissance à l'époque. En général, tous ces philosophes ont une humilité par rapport à la connaissance. Enfin, ils savent bien que il y a beaucoup ils savent bien que c'est pas fiable jusqu'au bout, quoi. Ils savent bien qu'il n'y a rien qui soit absolument démontré. Ou une humilité par rapport à eux-mêmes. Je suis très étonnée par ce Pythagoras qui osait dire à cette époque, à propos des dieux, je ne suis pas capable de savoir s'ils sont ou s'ils ne sont pas. À cette époque, toute la cité, tout le calendrier de la cité était rythmé par les offrandes aux dieux, les fêtes, etc. Je veux dire, il n'a pas été banni ou mais c'est étonnant, je trouve.
Oui, oui, mais d'après la tradition, il a eu des ennuis, effectivement, il a eu un procès pour impiété. Il est parmi ceux qui ont eu un procès pour impiété. Et il en est sorti, bon voilà, il n'est pas... Il est presque athéiste, il est presque athéiste. Ah oui, alors je pense qu'on dirait plutôt que c'est un peu agnostique, quoi. On ne peut pas, voilà, c'est ce qu'on appellerait agnostique, voilà. Je suis étonnée. Si, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient athées. Par exemple, Sextus Empiricus, il rapporte des exemples d'autres qui étaient carrément athées, c'est-à-dire qui niaient l'existence des dieux. Alors que lui, c'est un tout petit peu plus, enfin oui, c'est plus agnostique. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, on ne peut pas avoir de certitude à ce propos. Mais de fait, pour cela, d'après les témoignages, il a été inquiété, effectivement. Et il s'en est sorti. Alors parce que d'autre part aussi, c'était un personnage qui avait comment dire, je ne veux pas dire une aura, une influence très très importante dans beaucoup de cités, et notamment à Athènes. Athènes lui avait notamment confié de rédiger la constitution d'une nouvelle colonie. Donc il ne faut pas demander si on lui faisait confiance, quoi. Enfin si on estimait que c'était un expert. Et donc c'est sans doute... Alors il paraît qu'il était aussi dans l'entourage de Périclès, bon, qui étant stratège 26 années de suite, je pense, à Athènes. Voilà, il était protégé, mais ça l'a empêché d'être fatal, quoi. Mais en fait, il a quand même été inquiété. Et, ouais. Bon, d'autres aussi, pour ce même genre de raison. D'ailleurs, ça éclaire un petit peu le procès de Socrate aussi. Hein. Je veux dire, si on se demande pourquoi Socrate a été condamné à mort pour quelque chose qui nous semble aussi léger que le fait de ne pas avoir reconnu les dieux de la cité, d'en avoir introduit d'autres, eh bien, quand on sait que voilà, des déclarations comme celle-là étaient vraiment, en général, condamnées, oui. C'est considéré comme grave. S'il n'avait pas été aussi admiré et autant dans les cercles politiques influents, peut-être que ça aurait été, peut-être qu'il aurait bu l'assidu comme Socrate. Mais en même temps, on ne peut pas comparer la religion chez les Grecs avec ce qu'est devenu la religion avec le christianisme. La religion grecque n'est pas une religion d'intolérance. Simplement, il faut respecter les lois de la cité, voilà. Il faut faire semblant de croire, et ça suffit. Alors que c'est pas... Nous, on a tout le poids là du christianisme qui arrive et qui nous fait voir d'une autre façon l'impiété. Oui, mais c'est ce que j'avais un petit peu souligné la semaine dernière, le fait qu'il n'y a pas un dogme sur le contenu de la religion, mais il y a une exigence de respecter tout ce qui est officiel, donc tout le rituel, toutes les fêtes, et donc les croyances qui y sont associées. C'est-à-dire qu'évidemment, si on fait à Athènes la grande fête en l'honneur d'Athéna, il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui dise « pourquoi on fait cette fête, on n'est pas sûr qu'elle existe ». Donc tout, voilà, c'est lié à ça, comme tu dis, c'est pas... Mais après qu'on dise qu'il est arrivé tel ou tel, que Athéna a eu tel ou tel rapport avec tel ou tel mortel, ça n'a pas beaucoup d'importance. Qu'on dise qu'elle a protégé Ulysse ou qu'elle a protégé quelqu'un d'autre, on peut l'inventer. On peut dire qu'elle nous a visités en songe, on peut dire, voilà, tout ça c'est tout à fait permis. Du moment, c'est ça, du moment qu'on ne remet pas en question ce qui participe à la fondation de la cité. C'est une bêtise en fait. Aujourd'hui, quand on regarde les météos, notamment en hiver, on nous parle de températures très basses. On nous dit température ressentie. Et en faisant cela, on fait du Platon ou du Protagoras ou ni l'un ni l'autre. On fait pire, je crois. Parce que on veut dire simplement qu'on tient compte de l'effet du vent, en fait c'est tout, quoi. Parce que vu que le vent élimine, alors ça aussi c'est un truc physique, il élimine, c'est pas qu'il élimine la chaleur du corps plus vite, enfin si, il élimine la chaleur du corps plus vite, et donc oui, c'est par... Je ne sais plus par quel phénomène exactement, mais comme le vent élimine la chaleur du corps plus vite, eh bien, on a une impression de plus grand froid. Mais c'est complètement absurde, le froid il n'est pas plus fort pour autant, quoi. Enfin, et c'est même pas au sens où le disait Protagoras, au sens où il disait le même vent est plus froid pour les uns ou les autres. C'est pas pour les uns qui sont au vent et pour les autres qui sont à l'abri du vent, parce que ça c'est tellement évident qu'il ne le dirait même pas. Voilà.
Voilà, donc pour la poursuite de cette thématique, donc on voit encore Gorgias, un autre sophiste qui va nous permettre d'affiner notre connaissance des sophistes et de voir un peu le rapport avec les philosophes. Et puis on passera au plus philosophe de tous les philosophes, hein, qui est Parménide, le plus désincarné de tous les philosophes. Merci, à dans 2 semaines.